Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. À quoi ressemblera la Belgique de demain? Qui devrait avoir quel pouvoir? Les citoyens devraient-ils être plus directement impliqués dans la politique? Faudrait-il revoir notre système électoral, la fameuse représentation proportionnelle? Ou encore faut-il ajouter ou supprimer des droits fondamentaux à ceux déjà inscrits dans la Constitution? Voici quelques-unes des questions que le gouvernement fédéral vous adresse via une grande consultation populaire sur le site unpayspourdemain.be. Une façon d'écouter la voix des citoyens, de réduire le fossé entre politique et citoyens et de redonner vie à notre démocratie quelque peu fatiguée. Mais que penser de cette initiative et quelles autres pistes de solutions mettre en place pour redonner une vitalité à notre système démocratique? On en parle ce soir avec notre invité. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et cet invité, c'est Jérôme Sohier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, maître de conférence à l'ULB. Vous venez de publier un livre intitulé « Système électoral, État particratique, régime représentatif, 10 propositions pour réformer la démocratie belge ». Un livre tiré de votre thèse de doctorat en droit et publié chez Antémis. Alors, Jérôme Sohier, cette grande consultation populaire telle qu'elle a été lancée par le gouvernement fédéral, alors ça ne fait pas partie des propositions que vous faites, vous, dans votre livre. Vous souhaiteriez, vous aussi, faire intervenir le citoyen, mais d'une autre manière, et on en parlera plus tard. Mais est-ce que pour vous, cette grande opération donc, de consultation citoyenne, c'est une bonne idée? Alors, la première chose à dire, c'est sans doute, positif en tout cas, c'est qu'à ma connaissance, c'est la première fois en effet qu'on essaie d'impliquer plus ou moins bien le citoyen dans une éventuelle future réforme de l'État. Jusqu'à présent, les 6 réformes de l'État antérieures se sont faites entre quelques politiques dans une opacité totale, plutôt de nuit, dans des châteaux, au bout de la nuit d'ailleurs, vers 4 heures du matin. Tout à coup, on apprend qu'un accord est enfin arrivé au forceps, que finalement tout le monde est plus ou moins content, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Et sans aucune intervention, ni du Parlement, qui sont les représentants de la nation, ni évidemment les citoyens eux-mêmes. Donc quelque part, ce qui se passe aujourd'hui est un effort, je crois, à la fois de transparence et de démocratie participative, comme on dit aujourd'hui, qu'il faut saluer de toute façon. Ça, voilà, j'ai des doutes quant à l'efficacité du processus, mais sur le principe, ça me paraît être une démarche intéressante et qui mérite d'être saluée. Après ça, la méthode pour faire participer le citoyen est peut-être discutable. Les questions qui sont posées sont des questions ouvertes, ce qui en soi n'est pas mal non plus, parce que chacun peut un peu mieux justifier son choix. C'est peut-être plus profond que simplement oui ou non, comme un procédé référendaire par exemple. Donc le choix de questions ouvertes et motivé de la part du répondant est également un choix qui peut se défendre. Mais cela implique, à mon avis, des connaissances déjà du système politique et un peu du droit public, oserais-je dire, qu'on ne va pas trouver chez tous les citoyens, tant s'en faut, qui risquent d'être découragés après 2 minutes de visite du site. C'est ça. Est-ce que ça risque effectivement de rebuter un peu les citoyens? Parce que si on consulte ce site, on voit qu'il y a donc 6 grands thèmes. Alors je les reprends, il y a comment organiser notre pays, comment organiser les élections, quel est le rôle du citoyen, qui fait quoi, quels sont nos droits fondamentaux et comment doivent fonctionner le Parlement et le gouvernement. Alors effectivement, des grandes questions très générales qui sont ensuite divisées en sous-questions, en enjeux. On peut vite s'y perdre un petit peu. Et est-ce que pour vous, effectivement, pour des gens qui n'ont pas de notion de base, on risque un peu de les perdre et ils risquent d'être rebutés, alors que leur avis est intéressant quand même? Oui, donc je crois qu'il n'est pas nécessaire de remplir tout. Non, on peut faire tout à fait le choix de remplir l'intéressé peut choisir parties. un enjeu dans une thématique qui l'intéresserait par hypothèse plus. J'ai aussi vu, sauf erreur de ma part, qu'une fois qu'on a fait sa proposition, on doit la valider. Il n'est pas possible de revenir en arrière. On vous le dit sur le site, ce qui est aussi un petit peu curieux, parce qu'après ça, si j'ai fait une proposition, que j'en discute après ça le lendemain avec telle ou telle personne, et puis que j'aimerais la nuancer un peu, je ne peux pas revenir en arrière, ce qui est un peu bizarre aussi, mais bon. Il y a une chose qui me paraît manquer, c'est que le répondant est tout seul face à son ordinateur. Et on se retrouve donc dans une situation où il va donner son avis comme ça, tout seul, sans l'avantage d'un processus délibératif. J'ai proposé dans mon livre, en effet, l'une des pistes de solution, ça serait une assemblée citoyenne,
où les citoyens vont en effet poser des choix, et pas simplement des avis qui peuvent être suivis ou non suivis, vont poser des choix, mais après un processus délibératif, où ils seront tout un ensemble, ce sera un organe collégial, une assemblée, où quelqu'un va arriver avec telle idée, et puis il va entendre tel ou tel autre lui dire « mais c'est peut-être pas très malin parce que », du coup ça va peut-être le faire réfléchir, l'autre va peut-être faire réfléchir aussi, on va évoluer dans sa pensée, dans ses idées. Le processus délibératif au sein d'un organe collégial est très très important. C'est le cas dans toutes les associations, dans tous les organes. Moi, dans mon association d'avocats, je viens parfois avec une idée, mon associé me dit « mais tu sais, tu n'as pas pensé à ceci ou à cela », je me dis ben, « dans le fond, il a peut-être raison ». Bref, on évolue dans ses avis au contact de l'autre. Exactement. Et là, le processus de ce type-là est un procédé un peu de type référendaire, où vous êtes tout seul et où vous dites ce que vous pensez, mais sans l'avantage d'entendre l'autre. Ce qui est l'avantage d'un parlement. Dans un parlement, on entend l'autre. Et ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est qu'on n'écoute pas tellement l'autre. On vient avec des mots d'ordre et des idées qui sont téléguidées par des partis. Et ce processus délibératif est malheureusement très, très, très restreint. Mais il devrait exister dans une assemblée délibérative, comme on dit. D'ailleurs, effectivement, c'est une des propositions que vous développez dans votre livre. Donc, parmi ces 10 réformes que vous avez pensées pour essayer de redonner vie un peu à la démocratie. Et donc, votre idée à vous, ce serait de transformer le Sénat en une assemblée vraiment citoyenne, avec des citoyens qui seraient tirés au sort et qui devraient venir de façon obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, on parle parfois de ce genre de tirage au sort, mais on dit après, les gens auraient le choix de dire oui ou non, ça m'intéresse. Mais vous dites non, il faut absolument que ce soit obligatoire. Pourquoi ? Mais pour que le système soit représentatif, tout simplement. Une assemblée parlementaire, et ça serait le cas d'un Sénat composé de citoyens tirés au sort, doit être représentatif de la population. Si j'ai, comme aujourd'hui, 60 sénateurs, ils seront représentatifs de la population. Il y aura des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes. Je n'ai pas besoin de quotas comme on le propose souvent. Mais il faut évidemment, dans ce cas-là, que ça soit obligatoire pour être sûr que ce soit tout à fait représentatif. Alors, c'est quelque chose qui existe déjà chez nous. Quand vous êtes tiré au sort dans un jury d'assises, ou bien vous avez une cause justificative à présenter au président de la cour d'appel qui organise tout cela, et dans ce cas-là, vous pouvez être exempté, mais si vous n'avez pas de cause justificative objective, vous êtes réquisitionné. Autrement dit, la participation obligatoire à des droits politiques, et ça en serait bien ici, n'est pas quelque chose d'inconnu. Quand vous êtes assesseur dans un bureau de vote lors des élections, c'est la même chose. Même si ça ne vous plaît pas, à un moment donné, il faut peut-être aller chercher le citoyen et ne pas lui demander si c'est son choix. Et ma deuxième remarque, c'est que si vous faites ça de manière volontaire, comme c'est souvent proposé, vous n'allez plus avoir que les motivés, les volontaires. Et on parle souvent de 5% de réponses positives. Voilà, entre 2 et 5%. Et on en a un exemple très frais, c'est ce qui s'est passé en France avec la Convention pour le climat qui avait été organisée par le président Macron et qui malheureusement a été fort décrédibilisée du fait que justement n'ont été tirés au sort dans cette convention que des citoyens qui avaient marqué leur volonté d'y aller. Et donc après ça, c'est devenu très vite, en tout cas pour les détracteurs de cette initiative, une assemblée d'écolos, en réalité. Et du coup, c'est vrai que les propositions qui ont été formulées par les citoyens dans cette convention étaient en effet très écologistes, ce qui en soi n'est pas un mal, tant s'en faut. Je crois que le citoyen lambda est peut-être plus attentif à tout ce qui est développement durable que les politiques, soit dit en passant. Mais c'est vrai que la composition et le tirage au sort volontaire et le volontariat ont fait en sorte qu'il n'y avait là que des gens qui étaient très motivés par la cause environnementale. Et du coup, est-ce que c'était vraiment représentatif ? Je crois que c'est une des critiques qu'on a faites, justifiée, à mon avis, de cette convention. Oui, donc ça veut dire qu'ici, si on faisait un tirage au sort où on pourrait dire oui ou non, ça m'intéresse, on risquerait d'avoir des personnes qui sont déjà impliquées dans la vie associative, dans la vie de leur quartier, dans la vie d'un parti. Ce sera d'office ce genre de personnes qui vont accepter et pas les autres. Un peu comme ma Belgique mon pays pour demain, où j'ai l'impression que ceux qui vont répondre à l'ensemble des questions qui sont posées, ce sont des gens qui sont déjà assez motivés par toutes ces questions-là. Tant mieux qu'il y ait des motivés, je ne critique pas du tout, mais est-ce que c'est représentatif de l'ensemble de la population ? Là, par contre, j'ai des doutes. Alors, vous proposez effectivement dans le livre cette assemblée donc, de citoyens tirés au sort, mais que ce soit dans le cadre de la proposition que vous faites, vous, dans votre livre, ou dans le cadre de cette plateforme de consultation populaire, comment faire pour que les gens ne se disent pas
pas « oui, ok, on me demande mon avis, oui, ok, on va me faire participer à une assemblée citoyenne, mais au final, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? On va donner quelques propositions, je vais donner quelques idées, et puis, quoi, on n'en fera rien ». C'est évidemment le défi de cette consultation actuelle par Internet. On risque d'avoir d'ailleurs des avis qui vont dans tous les sens. Qu'en feront les gouvernants, on n'en sait que trop. Hein. Et c'est vrai que la plupart de ces essais-là, par le passé, de panels citoyens et autres, n'ont pas donné non plus de résultats au niveau de leur efficacité très probants. Mais bon, ça, on verra bien ce qu'il en sera. Au niveau de la composition du Sénat, alors, soit dit en passant, le Sénat, dans sa composition, dans sa configuration actuelle, n'a plus aucune utilité. Et ça, tout le monde est d'accord. C'est une chambre réflexive. Oui, mais c'est un doublon de la Chambre des représentants. Ils sont composés de la même manière au scrutin proportionnel que la première chambre. C'est la même majorité politique. Et ce sont d'ailleurs des mandataires qui ne sont plus élus directement pour siéger au Sénat. Autrement dit, on ne voit pas très bien ce qu'ils représentent. Ils ont une logique régionale, puisque ce sont des représentants, ils sont élus par les conseils, les parlements régionaux. On se demande pourquoi ils viennent du coup au Sénat, ou alors il fallait représenter ces entités en tant que telles, et en faire un Sénat fédéral, comme beaucoup d'autres États fédéraux le connaissent. Toutes les réformes de l'État, au cours de ces dernières années, ont toutes, passez-moi l'expression, foiré la composition du Sénat. La réforme du Sénat était chaque fois plus ratée, je dirais, à chaque étape, au point qu'on aboutit aujourd'hui à une assemblée qui, selon les propres dires de sa présidente, Mme Defraigne, elle-même, ancienne présidente du Sénat, elle-même convenu que ça ne servait plus à rien. Donc, si ça ne sert plus à rien, supprimons-la, c'est l'avenir tout tracé du Sénat. Alors, ce que je propose, puisqu'on a quand même une assemblée qui est là, autant essayer de la garder. Mais alors, donnons-lui un nouveau souffle et un nouvel intérêt. Voilà, un nouveau sens, un nouvel intérêt. Et faisons-la et composons-la de manière complètement différenciée par des citoyens qui seront tirés au sort et qui seront du coup, attention, une seconde chambre. Hein. Ce n'est plus simplement des petites recommandations que la première chambre peut suivre ou non. Ici, il y aura des textes qui seront des propositions de loi, des propositions de révision de la Constitution, que sais-je, comme il y a eu dans d'autres États, et des réformes, surtout, à mon avis, sur le long terme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Propositions qui vont peut-être plus sur le long terme, alors que les politiques qui espèrent être réélus, eux, voient souvent plus le court terme. Tout à fait. Donc, si on devait, par exemple, faire une réforme du système électoral, par exemple, tel que je le propose, on peut se dire quand même que tous ces mandataires vont peut-être avoir une arrière-pensée en se disant que la réforme du système électoral, ça risque de coûter cher à leur parti ou à eux-mêmes. Et ils ne sont peut-être pas tout à fait indépendants, je peux le comprendre, ni impartiaux. Si c'est un groupe de citoyens qui va réfléchir à plus long terme que simplement la réélection lors des élections suivantes, on peut imaginer que, alors ce ne sera peut-être pas la panacée, mais ça vaut peut-être la peine de le tenter. De toute façon, avec le Sénat, on n'a absolument aucun risque ni rien à perdre, parce qu'à l'heure actuelle, encore une fois, de toute façon, il ne sert à rien. Donc ça sera peut-être raté, mais ça, on ne prend aucun risque. Et ce que le Sénat proposera, devra évidemment être entériné par la première chambre. C'est un système bicaméral, donc je ne propose pas du tout la suppression de la Chambre des représentants, bien au contraire. Il faut garder une assemblée élue, le suffrage universel n'a pas d'équivalent. Alors, en quoi, on va reparler d'autres types de réformes que vous proposez, mais en quoi celle dont vous venez de nous parler, par exemple, peut être une solution à la fatigue démocratique que vous décrivez dans votre livre? En quoi ce type d'initiative va peut-être réduire cette fameuse fatigue démocratique? Et qu'est-ce que c'est cette fatigue démocratique? Alors, sur la fatigue démocratique, d'abord, c'est un gentil mot pour dire qu'il y a pour le moment, et pas seulement en Belgique, une perte de confiance, mais dramatique, envers nos institutions politiques et envers le politique de manière générale. Ça, j'enfonce une porte ouverte ici. Les dernières élections présidentielles françaises ont montré que plus le parti était anti, ou le candidat était anti tout système, plus il avait de voix. Autrement dit, il y a quelque chose qui ne marche plus. Ça, je crois que sur ce plan-là, d'ailleurs, tous les politologues, les juristes, les sociologues sont d'accord. Il y a un taux d'abstentionnisme dramatiquement croissant à chaque élection. Il y a une montée des partis extrémistes quand même qui épouvante tout le monde. Bref, il faut faire quelque chose parce qu'on va dans le mur. Alors, mon assemblée de citoyens ne va pas tout régler elle-même, hein, j'entends bien, mais ça serait quand même un appel d'air à quelque chose de nouveau. Et l'idée surtout que pour tous les citoyens de ce pays, je peux y aller, moi, qui que je sois.
Et si ça n'est pas moi, ça sera mon voisin, ou autrement dit, mon miroir. Et pas simplement ces politiques, entre guillemets, qui ne nous connaissent pas, je mets tout ça entre guillemets. Il y a un bashing sur les hommes politiques, très injuste d'ailleurs, il faut le dire, mais qui est réel, et on peut imaginer que cette rupture de confiance vis-à-vis de tout ce qui est un peu politique pour le moment ne visera pas de la même manière un Sénat où siègent des gens comme moi, avec en filigrane le principe d'égalité, qui fait que tout le monde est égal devant le tirage au sort. Il n'y a pas de sélection par des états-majors de partis politiques qui vous placent en première place ou en troisième place ou en 30e place sur une liste, selon que vous plaisez au président ou non. Ici, tout le monde est égal. Tout le monde a sa chance, sans que l'on soit beau, laid, riche, pauvre. Et là, je crois quand même qu'il y a peut-être quand même il y aura beaucoup plus de confiance envers une assemblée de ce type-là. Un exemple qui est quand même très édifiant, c'est ce qui s'est passé en Irlande. Vous savez que l'Irlande a institué 2 assemblées constituantes au cours de ces 10 dernières années. La première a permis de voter le mariage homosexuel dans un pays aussi catholique que l'Irlande. Ça fait comme sourire. À la suite de ça, un référendum. Et parce que ça avait été proposé par une assemblée citoyenne, finalement, la majorité des Irlandais ont voté cela sans aucun heurt, sans aucune dispute, sans aucune manifestation. Comparativement à ce qui s'est passé en France, c'est quand même assez particulier. Et rebelote 4 ans plus tard, où c'est la légalisation de l'avortement cette fois-ci. Toujours de la même manière. De la même manière, avec d'abord une assemblée où siégeaient... Alors, c'était une assemblée mixte, puisqu'il y avait des députés d'une part et des citoyens d'autre part, 2 tiers de citoyens, sauf erreur de ma part, sur une centaine de personnes, qui se sont bien entendus et qui ont finalement proposé des réformes dans un pays aussi catholique, assez étonnantes, et qui ont été avalisées par la population sans aucun heurt, sans doute parce que, justement, des citoyens l'avaient proposé. Voilà, après ça, on peut évidemment polémiquer sur le sujet, mais je ne suis pas sûr que l'Assemblée parlementaire irlandaise élue aurait voté ces réformes sans aucun problème. Sans aucun problème. Mais alors, ça fait partie des autres pistes que vous développez aussi dans le livre. Il y a 2 autres axes, et un des axes, c'est de modifier le système électoral. Parce que notre système électoral, aujourd'hui en Belgique, est tout sauf lisible, et très complexe, date d'il y a 2 siècles. 1830. Presque. Voilà. Et, 1890, parce qu'il y a une petite réforme entre temps. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est plus adapté à notre manière de voir la politique, de voir la démocratie, et tout simplement, il n'est plus adapté tout court. Le système est tout à fait périmé. Déjà, pour une première constatation, comme vous l'avez très bien dit, c'est que plus personne ne comprend ce système électoral. Ça, à part les quelques spécialistes de la chose, vous allez interroger n'importe quel électeur à la sortie de son vote, de son bureau électoral, pour lui demander est-ce que vous avez compris comment, au départ de votre vote ce matin, vous allez aboutir à une majorité gouvernementale, parfois 1 an plus tard, soit dit en passant, de ce type-là. Voire plus. Personne ne comprend. Ce qui, dans une démocratie, est gênant. Parce que on sait qu'il y a un peu de proportionnalité, mais alors comment ça fonctionne exactement? Voilà. Le système donne les chiffres électoraux, le diviseur électoral, enfin, vous savez, on donne ce cours dans le cours de droit constitutionnel approfondi à l'université, et je vous assure que déjà là, ça bat un peu le beurre. Bref, il faut que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible pour le citoyen, qui doit comprendre comment, au départ de son vote, on arrive à une majorité qui va diriger ce pays pendant toute la législature. Et ça manque. Il y a d'autres problèmes, évidemment, sur la représentation proportionnelle. C'est qu'à force de représenter tous les courants, ce qui en soi est un objectif assez louable comme tel, mais il ne faut pas passer par une représentation proportionnelle pour atteindre cet objectif, on aboutit à un Parlement composé de 10, 12, 15 partis différents, et donc à une majorité gouvernementale qui doit réunir au moins 5, 6 ou 7 aujourd'hui partis différents, qui ont tous évidemment un programme qui n'est pas nécessairement le même, et donc pour arriver à un accord, il faut des mois et des mois de négociations secrètes, opaques, desquelles tout le monde est écarté, soit dit en passant, pour arriver à un gouvernement plus ou moins stable, avec un dénominateur commun très faible. Et dès qu'on sort de cet accord de gouvernement, d'ailleurs on dit c'est pas dans l'accord, donc on n'en veut pas. Bref, de nouveau, il n'y a plus aucune politique à long terme sur ce plan-là, et avec des objectifs finalement très 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 minimums
comme tel, avec des mots d'ordre, des interdictions données au Parlement, soit dit en passant, de faire autre chose, ça ne se trouve pas dans l'accord gouvernemental, ce qui veut dire que le Parlement lui-même ne peut pas non plus prendre l'initiative. Il est totalement bridé dans cette initiative. Et donc ça ne marche plus. Je crois qu'il n'y a pas que le système électoral qui est à la source de ça, mais la représentation proportionnelle a fait son temps, oui, manifestement, elle est à la source de nombreuses carences de notre système. Oui, et le fait de toujours devoir négocier avec d'autres de toute façon fait partie aussi de ce manque de confiance entre le citoyen et le politique que vous avez décrit juste avant. Et en même temps, quand on voit, parce que vous parlez du système français, vous parlez du système allemand, mais quand on voit justement ce qui s'est passé lors des dernières élections présidentielles en France, où là, on a clairement des candidats qui sont identifiés, mais on voit que quand même le taux d'abstention est plus important que jamais. Donc c'est de nouveau pas la solution miracle. Alors la comparaison avec le système français est évidemment intéressante, pas tellement pour les élections présidentielles, parce que les élections présidentielles, c'est très français, surtout c'est très personnalisé. Dans notre système, je le vois moins bien importé. Par contre, de manière plus générale, pour les élections notamment municipales ou régionales, le système français me paraît très bon et finalement pas si différent du nôtre, grâce aux 2 tours. En réalité, on vote 2 fois, donc ce qui veut dire deux fois plus d'abstentionnisme, évidemment, parce qu'il y a deux tours électoraux. Mais la particularité, c'est que à la suite du premier tour, ne restent en lice que, alors soit les deux meilleurs comme au présidentiel, soit ceux qui, au niveau municipal, ont un certain pourcentage, 10, 12,5, 15% des voix, les autres étant éliminés. Mais étant éliminés comme liste en tant que telle. Après ça, en vue du second tour, possibilité de recomposition des listes, de telle manière que les formations qui restent en lice et qui, par hypothèse, n'ont pas une majorité absolue, parce que sinon, c'est celui qui a obtenu plus de 50% des voix, c'est réglé, ont tout intérêt, évidemment, à trouver des alliés pour augmenter leur chiffre électoral et ainsi peut-être arriver à être les meilleurs, puisqu'au bout du compte, le système français est majoritaire. Et c'est donc la liste qui obtiendra le plus de voix au second tour, pas au premier, au second tour, qui constituera la majorité gouvernementale. L'intérêt étant évidemment que du coup, les petites formations qu'on veut préserver dans le système de représentation proportionnelle sont parfaitement préservées dans ce système-là aussi, puisque les plus gros devront, s'ils veulent arriver au pouvoir, attirer ces petits sur leur liste, recomposer leur liste avec ces petits, et avoir une chance, du coup, d'améliorer leur score du premier tour et finalement d'être les bourgmestres, les maires ou les présidents de conseils régionaux. Et on voit un exemple très net qui est bien meilleur que les élections présidentielles, c'est ce qui se passe depuis une vingtaine d'années maintenant, et même un peu plus, à la mairie de Paris. La mairie de Paris, c'est un électorat. Paris est un électorat traditionnellement, en tout cas considéré comme étant assez de droite. On se souvient de la mairie de Jacques Chirac dans les années 90, et puis de ses descendants, oserais-je dire. Et à un moment donné, qu'est-ce qui fait que depuis 20 ans, c'est chaque fois une majorité de gauche qui l'emporte, avec, soit dit en passant, l'ancienne candidate, Madame Hidalgo d'ailleurs, qui a réussi à fédérer tout son petit monde là, ce qu'elle n'a pas réussi aux élections présidentielles, soit dit en passant. Mais c'est évidemment qu'au premier tour, vous avez la liste du Rassemblement national et la liste des Républicains qui font un bon score, et puis toutes les petites formations de gauche qui, après le premier tour, s'allient, font une liste commune, arrivent à se regrouper, à recomposer leur liste, et du coup, vous avez une liste avec les socialistes, les communistes, les radicaux de gauche, les écolos, les centristes, bref, tout ce petit peuple qui, en soi, du coup, devient majoritaire, les 2 autres ne trouvant aucun allié, ne recomposant pas leur liste, et du coup vous avez une majorité de gauche parce qu'elle a réussi à recomposer sa liste. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé dans l'entre-deux tours, où finalement ça n'est rien d'autre qu'une négociation gouvernementale, mais qui doit se faire dans un délai de 7-8 jours. On ne va plus attendre 1 an avant d'avoir une majorité gouvernementale, il faut aller vite là. C'est 7 ou 8 jours, je recompose ma liste, et je présente, et c'est ça surtout qui est intéressant, ma future majorité aux électeurs avant la composition. Et donc l'électeur a son mot à dire sur la future majorité gouvernementale. Il choisira soit des Républicains, soit la liste de gauche recomposée. On se rend compte que très souvent ce sont les listes recomposées qui passent, pas seulement à Paris. Et donc l'électeur
n'est plus écarté de la formation gouvernementale, puisqu'il peut, au terme du second tour, donner son avis là-dessus. Donc, ça n'élimine pas les petits, contrairement à ce qu'on peut croire, pas du tout, au contraire, ça leur donne une plus grande chance d'accéder au pouvoir. Et deuxièmement, surtout, l'électeur est toujours présent et va valider ce choix, alors que chez nous, une fois qu'il a voté, tout le monde l'écarte complètement, ces négociations se font dans le plus grand des secrets, et lorsqu'apparaît un gouvernement après une période interminable de temps, plus personne n'est encore là pour valider ou non son concours. Donc le système est à la fois beaucoup plus transparent, plus démocratique, et finalement peut-être plus représentatif que le système que nous, actuel. On présente comme... Alors, on arrive déjà vers la fin de l'émission, mais je m'en voudrais quand même de ne pas aborder, on va dire, le troisième axe dans vos propositions pour réformer la démocratie belge. Et ce troisième axe, il va concerner plus l'organisation des partis, parce que là aussi, il y a clairement un manque de démocratie, de transparence dans la manière dont les partis sont organisés aujourd'hui. Le manque de transparence est effarant. On considère toujours ces partis politiques comme des groupements de fait. Ils sont moins reconnus juridiquement qu'une association de pêcheurs d'écrevisses roses du dimanche, oserais-je dire, qui doit être en principe une ASBL. Donc on vit caché, on vit hors la loi, puisque la loi ne prévoit rien, sinon quelques règles éparses sur le financement. Et je ne dis pas ça du tout contre les partis politiques, au contraire, ce sont des organes de pouvoir qui sont indispensables à une démocratie, c'est le lien entre les gouvernants et les gouvernés. Il faut absolument les consacrer juridiquement, leur donner une existence, un label véritablement, j'en appelle un label de parti politique, qui va évidemment du coup en tout cas rehausser la confiance de la population envers ces structures qui pour le moment doivent friser le néant absolu. Et faire en sorte qu'ils soient reconnus dans la Constitution avec du coup des avantages et des privilèges qu'il faut leur accorder parce qu'ils servent l'intérêt général, mais aussi des obligations, notamment de transparence et de respect de toute une série d'obligations. Et de liberté, et de respect aussi de certaines valeurs. Évidemment. Donc, par exemple, interdire les partis liberticides, par exemple. Par exemple, tout à fait. Je crois qu'un parti qui a, par exemple, pour vocation de prôner la discrimination dans la cité, comme notamment des partis d'extrême droite, ne devrait pas tout simplement être reconnu comme parti politique et devrait être interdit, en effet, de compétition électorale. Il y a un minimum de socle commun de valeurs fondamentales. D'autres régimes que le nôtre, le régime allemand, le régime espagnol, prévoient une interdiction de partis extrémistes qui prônent la discrimination ou le racisme. C'est quelque chose qui n'est pas du tout impossible. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs validé ce genre de limitation. Je crois qu'il faudrait inscrire dans notre Constitution d'abord une reconnaissance des partis politiques, des droits et des avantages, une obligation de transparence et une interdiction qui devrait être prononcée sans doute par la Cour constitutionnelle, par exemple, d'un parti qui ne respecte pas un standard minimum de droits fondamentaux. En tout cas, si certains de nos auditeurs ont entendu vos propositions et ont envie éventuellement que ces propositions soient discutées au Parlement et soient inscrites peut-être dans la Constitution, ils peuvent donc se rendre sur cette fameuse plateforme unpayspourdemain.be puisque parmi les propositions et dans tous les thèmes qui sont proposés, il y a notamment cette question donc de l'organisation des élections et donc on peut proposer certaines pistes qui sont proposées dans votre livre qui s'intitule donc « Système électoral, État particratique, régime représentatif, 10 propositions pour réformer la démocratie belge ». Donc un livre qui est publié chez Antémis et donc dont je vous conseille la lecture. Jérôme Soyer, merci beaucoup. Et donc je redonne l'adresse du site, donc Un pays pour demain. Vous pouvez aller voir, essayer de donner votre avis sur certaines de ces thématiques. C'est en tout cas assez intéressant et c'est ouvert jusqu'au 5 juin. Merci de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.